Je m'appelle Lucien Bernard et je conduisais une Peugeot 406 de 1998 qui sentait encore légèrement le tabac gris, même si j'avais rangé ma pipe depuis bien des années. J'avais 63 ans et je vivais seul dans une petite maison en pierre aux abords de Saulieu, dans les collines du Morvan. Avec un potager qui me donnait plus de courgettes que je ne pouvais en cuisiner et un chat de gouttière nommé Félix qui m'avait adopté 3 hivers auparavant. Je travaillais à mi-temps dans le magasin de bricolage du coin pour remplir les rayons et donner des conseils à des jeunes gens qui n'avaient jamais tenu un niveau à bulle de leur vie. Je n'avais pas d'enfant, je ne m'étais jamais marié. Et, par un mardi matin venteux du début de l'automne, le téléphone a sonné dans ma cuisine pendant que je beurrais mes tartines et la voix d'une femme à l'autre bout du fil a dit quelque chose qui a fait glisser le couteau de ma main. Monsieur Bernard? Ici Madame Morel, de l'école primaire Saint-Martin à Autun. Je vous appelle au sujet de votre petite fille, je suis resté là avec du beurre sur les doigts et Félix qui s'enroulait autour de mes chevilles en essayant de donner un sens à ces mots. Je lui ai dit qu'il devait y avoir une erreur. Que je n'avais pas de petite fille, que je n'avais pas d'enfant du tout, que j'avais 63 ans et que je vivais seul. Elle a marqué une pause, je pouvais entendre sa respiration sur la lignée, derrière elle, le brouhaha lointain des enfants dans un couloir. Monsieur, le secrétariat de l'école a cet enfant qui attend depuis la fin des cours hier après-midi à 16h30. Il est maintenant 9h30 le lendemain matin et sa mère n'est pas venue. Son contact d'urgence est enregistré comme étant son grand-père, Lucien Jean Bernard. De Saulieu, le numéro de téléphone correspond, l'adresse correspond. Nous essayons de joindre la mère depuis hier sans succès et si personne ne vient chercher cet enfant d'ici 1 heure, je n'aurai d'autre choix que d'appeler les services sociaux et la gendarmerie pour signaler son abandon. Je me suis appuyé contre le plan de travail. Félix a miaulé, dehors, par la fenêtre de la cuisine, une pie s'agitait dans un orme comme si c'était la fin du monde. Madame Morel, ai-je dit lentement, je pense qu'il y a un terrible malentendu, je ne me suis jamais marié. Je n'ai jamais eu d'enfant et je ne sais pas qui est cette petite fille. L'enfant s'appelle Léa Bernard Lefebvre, a-t-elle ajouté, elle a 7 ans, sa mère est Éléonore Lefebvre, est-ce que cela vous dit quelque chose? La cuisine a semblé vaciller, la pie continuait de crier, Félix pressait sa tête contre mon tibia. Éléonore Lefebvre, je n'avais pas entendu ce nom prononcé à voix haute depuis près de 9 ans. Pas depuis l'été 2017 quand je travaillais sur un chantier de restauration dans le Périgord pour aider un collègue à rénover une vieille bastide près de Sarlat. Éléonore était la nièce du propriétaire, elle était venue de Paris pour 3 semaines de vacances, elle avait 36 ans, elle était divorcée et vive d'esprit, avec déjà quelques mèches grises aux tempes même si elle était de 20 ans ma cadette. Nous avions eu 3 semaines ensemble, de longues soirées sur la terrasse, de longs matins dans la cuisine et de longues promenades dans les vallées de la Dordogne. Avec un thermos de café entre nous, puis elle était repartie à Paris et je m'en étais retourné dans le Morvan. Nous nous étions écrits quelques fois, puis plus. Rien, et c'était tout, du moins c'est ce que je croyais. Monsieur Bernard, vous êtes toujours là? Je suis là, ai-je répondu, ma voix ne ressemblait pas à la mienne. Monsieur, j'ai besoin que vous veniez aujourd'hui, maintenant si vous le pouvez, s'il vous plaît, cette petite fille est assise dans notre hall d'accueil. Depuis hier après-midi, elle a dormi sur un lit de camp à l'infirmerie. Elle n'a pas pleuré mais elle n'a pas beaucoup parlé non plus, elle a peur et quelque soit la situation, monsieur, elle vous a désigné comme la personne à appeler, je ne sais pas ce que sa mère pensait organiser mais pour l'instant cet enfant n'a personne d'autre. Où est la mère? C'est ce que nous essayons de découvrir. Nous avons appelé l'adresse enregistrée à Autun, nous avons demandé à un gendarme de passer, personne n'a répondu à la porte, la voiture est dans l'allée. Et les voisins ne l'ont pas vue depuis dimanche. Je lui ai dit que j'allais venir, que cela me prendrait 1 heure, peut-être un peu moins si la route était dégagée. J'ai raccroché le téléphone, je suis resté dans ma cuisine à fixer une tartine beurrée déjà froide et j'ai essayé de faire le calcul dans ma tête.
Périgord, été 2017. Éléonore aurait eu 36 ans, si un enfant était né d'eux. Ces 3 semaines, il serait né courant 2018, avoir 7 ans aujourd'hui. Plaçait sa naissance exactement à la bonne période. L'âge correspondait parfaitement, mais Éléonore n'en avait jamais dit un mot. J'ai conduit sur les routes départementales à travers les bois jusqu'à Autun avec les vitres entr'ouvertes parce que mes mains transpiraient sur le volant, les collines étaient dans cet état particulier de la fin mars, passant du vert à l'ocre par endroits, et j'essayais de ne pas réfléchir. J'essayais juste de conduire, je me disais qu'il y avait une erreur, que la femme s'était trompée d'eux. Non, que j'allais entrer dans ce bureau et trouver une enfant qui ne me ressemblait pas du tout, que nous en ririons tous et que je serais rentré pour le dîner. Je me disais cela même si mon instinct savait la vérité. Le parking de l'école Saint-Martin était presque vide quand je me suis garé, je suis resté assis un moment avec le moteur qui cliquetait en regardant le bâtiment en briques et le petit jardin devant où quelqu'un avait planté des pensées en ligne, puis je suis entré. L'accueil sentait la cire pour parquet et les crayons de couleur, une femme aux yeux doux avec des cheveux gris attachés en chignon se tenait derrière le comptoir, elle a levé les yeux quand je suis entré et j'ai vu son expression changer quand elle a compris qui je devais être. Monsieur Bernard. J'ai hoché la tête, je n'arrivais pas à sortir un mot, elle est juste là, dans la salle de réunion, elle a été très patiente, j'ai suivi la directrice dans un court couloir. Il y avait une porte avec un panneau en verre dépoli et à travers lui je pouvais voir une petite silhouette assise sur une chaise beaucoup trop grande pour elle. Madame Morel a poussé la porte doucement, la petite fille tenait un lapin en peluche sur ses genoux, le lapin avait une oreille tombante et une oreille dressée et son pelage était presque usé autour du ventre à force d'avoir été serré, elle portait un petit pull bleu un peu trop large aux épaules. Ses cheveux avaient la couleur d'un chaudron en cuivre, séparé par une raie au milieu et tressée en 2 nattes qui commençaient à se défaire, ses chaussures étaient éraflées aux orteils. Elle a levé les yeux et j'ai senti mon souffle se couper, elle avait le visage de ma mère décédée en 1991, le même menton en forme de cœur, les mêmes yeux gris très écartés, la même petite tache de rousseur sur l'arête du nez qui était une plaisanterie familiale depuis 3 générations. J'avais vu ce visage sur des photographies toute ma vie, je l'avais vu dans le miroir parfois sous une certaine lumière, et je le regardais. Maintenant sous la forme d'une enfant de 7 ans assise dans une salle de réunion à Autun. Elle s'est levée, tenant le lapin par une patte, elle a traversé la moquette vers moi et s'est arrêtée à une distance de bras, elle a levé les yeux vers mon visage et m'a étudié très sérieusement. De la manière dont un enfant le fait lorsqu'il essaie de se souvenir de quelque chose qu'on lui a seulement raconté. « Est-ce que tu es mon grand-père » a-t-elle demandé. J'ai dû poser ma main contre le cadre de la porte pour rester debout, ma chérie. Ai-je dit, je crois bien que je le suis. Elle a hoché la tête très lentement. Comme si elle s'attendait à cette réponse et qu'elle ne faisait que la confirmer, puis elle a entouré mes jambes de ses bras et a pressé son visage contre mon pantalon. Elle n'a pas pleuré mais j'ai senti ses épaules trembler un peu. De la façon dont un petit corps tremble quand il a retenu quelque chose. Pendant très longtemps. J'ai posé ma main sur sa tête, ses cheveux étaient doux. Il sentait le savon de l'école et quelque chose de plus sucré dessous, comme la pomme. Où est maman a-t-elle dit contre mon pantalon, je n'avais pas de réponse pour elle, j'ai regardé par-dessus sa tête Madame Morel qui se tenait sur le seuil de la porte avec une main pressée sur sa bouche. Un gendarme est arrivé 20 minutes plus tard, c'était un jeune homme calme qui s'est assis sur la petite chaise en face de Léa et lui a posé quelques questions d'une voix douce, elle lui a répondu poliment, oui maman l'avait déposée à l'école hier matin, non maman n'avait pas semblé malade. Maman lui avait fait un bisou et avait dit qu'elle serait peut-être un peu en retard pour venir la chercher parce qu'elle avait un rendez-vous chez le médecin mais que Tata Martine s'occuperait toujours d'elle s'il arrivait quoi que ce soit. Tata Martine était la dame de l'école. Le gendarme a noté des choses dans un petit carnet, puis il
s'est levé et m'a demandé si nous pouvions discuter un instant dans le couloir. Il m'a dit qu'ils étaient entrés dans la maison à Autun ce matin-là. Il était désolé d'être celui qui devait me l'annoncer, mais Éléonore Lefebvre avait été retrouvée dans son lit. Il pensait qu'elle s'était éteinte durant la nuit de dimanche à lundi. Il y aurait une autopsie, mais les notes de son médecin indiquaient qu'elle suivait un traitement pour un cancer des ovaires depuis 18 mois et qu'on lui avait récemment annoncé que le traitement ne fonctionnait plus. Il y avait une lettre sur la table de nuit, elle m'était adressée, je lui ai demandé si je pouvais la voir, il a dit non, pas encore, pas. Avant que certaines procédures ne soient terminées, il m'a dit qu'il était vraiment désolé. Qu'il avait une fille de l'âge de Léa et qu'il ne pouvait pas. Imaginez, il m'a serré la main, il avait une poigne ferme, puis il est retourné dans la salle de réunion et s'est accroupi à côté de la petite fille qui était apparemment ma petite fille, et il lui a dit que sa maman avait été très malade pendant longtemps, que sa maman l'aimait énormément et qu'on allait s'occuper d'elle maintenant, et que son grand-père était là et que son grand-père était un homme bon. Je ne sais pas comment il savait cela, il venait juste de me rencontrer, mais je lui en étais reconnaissant. La lettre m'est parvenue par un notaire d'Autun 3 jours plus tard. À ce moment-là, Léa dormait dans la chambre d'amis de ma maison à Saulieu, la pièce où je gardais le vieux couvre-lit en patchwork de ma mère plié sur une chaise en osier. Félix avait décidé, avec la dévotion soudaine et totale que seuls les chats peuvent manifester, que cet enfant était désormais sa seule raison d'exister. Il dormait enroulé contre ses genoux chaque nuit. Léa n'avait pas beaucoup parlé. Durant ces premiers jours, elle mangeait ce que je lui servais, elle m'aidait à nourrir les poules, elle s'asseyait sur la marche arrière au soleil de l'après-midi avec son lapin sur les genoux et regardait une mésange volter dans le vieux cerisier. J'ai lu la lettre à la table de la cuisine après qu'elle se soit couchée. L'écriture d'Éléonore était la même que dans mes souvenirs. Juste un peu plus tremblante par endroits, la lettre n'était pas longue, elle s'excusait, elle disait qu'elle avait été lâche. Qu'au moment où elle avait découvert sa grossesse, elle s'était persuadée qu'il valait mieux gérer cela seule, que j'étais un homme avec ma propre vie à l'autre bout de la région, que nous n'avions eu que 3 semaines et que 3 semaines ne faisaient pas un mariage. Elle disait qu'au moment où Léa fut en âge de poser des questions sur son père, elle avait construit une histoire qui lui semblait plus rassurante. Elle avait dit à Léa que son papa était décédé quand elle était bébé, mais que son grand-père était vivant, quelque part dans les collines. Et qu'un jour Léa le rencontrerait. Elle disait qu'elle avait gardé mon nom et mon adresse dans son portefeuille pendant 7 ans, qu'elle avait prévu de m'écrire quand le diagnostic était tombé, puis quand le traitement avait commencé, puis quand le traitement avait échoué. Elle n'avait cessé de repousser ce moment. Elle disait qu'elle était désolée, que Léa était la meilleure chose qu'elle ait jamais faite, qu'elle me confiait ce qu'elle avait de plus précieux dans sa vie et qu'elle savait, même si nous n'avions passé que 3 semaines ensemble, que j'étais un homme qui ne se détournerait pas. Elle avait ajouté l'école comme contact d'urgence 2 semaines avant de mourir. Elle avait écrit mon nom et mon numéro elle-même sur le formulaire. Je suis resté assis à la table de la cuisine. Pendant longtemps après avoir fini de lire, l'horloge au mur faisait son tic-tac. Quelque part dans le couloir, Félix ronronnait assez fort pour être entendu à travers la porte fermée. Les obsèques ont eu lieu dans une petite chapelle à Autun par un samedi gris. Léa portait une robe bleu marine que je lui avais achetée dans le magasin pour enfants de la rue principale. Elle tenait ma main, elle ne l'a pas lâchée, pas une seule fois. Pas même quand un couple plus âgé est venu vers nous lors de la collation après la cérémonie et s'est tenu devant nous en nous regardant comme si nous étions quelque chose de collé sous leurs chaussures. L'homme était grand et mince avec un visage sec, la femme à ses côtés était petite et élégante. Elle avait pleuré mais elle avait remis son rouge à lèvres. C'étaient les parents d'Éléonore, les autres grands-parents de Léa. Je ne les avais jamais rencontrés. Ils vivaient à Paris et étaient descendus par le train le matin même. Vous devez être Monsieur Bernard, a dit l'homme. Il n'a pas tendu la main, j'ai répondu que oui, j'ai dit que j'étais
Vraiment désolé pour leur perte, Éléonore ne vous a jamais mentionné, a-t-il dit, pas une seule fois en 7 ans, j'ai répondu que je le savais, que Jean était désolé aussi. Ma femme et moi allons ramener Léa à Paris avec nous ce soir, a-t-il continué, nous avons parlé à un avocat, nous sommes ses plus proches parents, nous avons une maison, nous avons les moyens et nous connaissions notre fille, nous ne vous connaissons pas du tout. Avec tout le respect que je vous dois, vous êtes un étranger. La main de Léa s'est serrée contre la mienne, j'ai baissé les yeux vers elle, elle me regardait, ses yeux étaient immenses, j'ai regardé l'homme en retour. J'ai gardé ma voix basse et très calme parce que j'ai appris en 63 ans que la voix la plus calme dans une pièce est généralement celle que les gens écoutent, Monsieur Lefebvre. Ai-je dit, je comprends que vous souffriez, moi aussi à ma manière. Même si je n'ai passé que 3 semaines avec votre fille il y a longtemps, mais Léa n'est pas un objet dont on peut réclamer la propriété, c'est une enfant qui vient de perdre sa maman m'a désigné comme contact d'urgence. Sa maman m'a écrit une lettre en me confiant le soin de s'occuper d'elle et en ce moment même, cette petite fille tient ma main, alors avant de parler d'avocat, je suggère que nous nous asseyions quelque part au calme tous les 4 et que nous parlions de ce qui est le mieux pour Léa. Pas de ce qui est le mieux pour vous, ni pour moi, mais pour elle. Le visage de l'homme est devenu très rouge. La femme à côté de lui a posé une main sur son bras, Harold, a-t-elle dit. Doucement, Harold s'il te plaît, il l'a repoussé, il m'a dit que je n'avais aucune idée de ce qui était bon pour cet enfant, que je la connaissais depuis moins d'une semaine. Que je vivais au bout du monde dans une ferme sans école décente, sans commodité et que je n'avais aucune raison de m'interposer entre Léa et sa vraie famille, il a dit le mot vrai avec un petit mouvement de lèvres méprisant. J'ai senti quelque chose monter en moi, mais je ne l'ai pas laissé sortir, j'ai un tempérament, j'ai toujours eu un tempérament, mais j'ai passé une vie entière à apprendre que la colère est un luxe qu'on ne peut pas se permettre quand un enfant vous regarde. J'accepte cette discussion, ai-je dit. Mais pas aujourd'hui, aujourd'hui est pour votre fille, aujourd'hui est pour la maman de Léa, nous parlerons du reste demain. Il a commencé à dire autre chose. Sa femme a serré son bras assez fort pour que je voie ses phalanges blanchir. Elle m'a lancé un regard que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer, il avait de la colère mais aussi autre chose, quelque chose de lassé, presque de la gratitude. Demain, a-t-elle dit, oui, nous viendrons à votre hôtel demain matin. Harold, elle l'a entraîné au loin, il l'a suivi mais avec raideur. Léa n'a rien dit mais sur le trajet du retour vers Saulieu cette nuit-là, avec les phares qui attrapaient les papillons de nuit au-dessus de la route et Félix qui miaulait. D'un air contrarié dans sa cage de transport sur le siège arrière, elle a dit. Très doucement, je ne veux pas aller à Paris. Tu n'as rien à faire que tu n'ai pas envie de faire ce soir, lui ai-je dit, nous allons régler tout ça. Toi et moi, je te le promets. Tu seras là? Je serai là, elle s'est endormie. Avant que nous n'arrivions à Saulieu. Je vais vous dire ce qui a fait la différence, au final ce n'étaient pas les avocats, même s'il y a eu des avocats, des papiers et un test ADN que j'ai exigé moi-même, à la fois parce que la loi le demandait et parce que je voulais que Léa sache, quand elle serait en âge de demander que nous avions fait les choses correctement, le test est revenu à 99,99%, évidemment, je l'avais su dès l'instant où je l'avais vu dans cette salle de réunion. Ce qui a fait la différence, c'est la conversation dans ma cuisine le lendemain matin, après que j'ai été chercher les Lefebvre à leur hôtel pour les amener chez moi. Harold était assis à ma table de cuisine les bras croisés et la mâchoire serrée. Il regardait ma maison comme s'il en estimait le prix pour une vente après sinistre. Marguerite, sa femme, a regardé la photographie de ma mère qui était accrochée au-dessus du buffet, elle l'a regardée pendant un long moment. C'est votre mère? A-t-elle demandé doucement. Je lui ai dit que oui, que ma mère était décédée en 1991, qu'elle avait été infirmière à Dijon pendant 40 ans, qu'elle m'avait élevée seule après que mon père était parti travailler dans les mines et n'était jamais revenu. Je lui
Et dit que j'étais fils unique, que ma mère était la personne la plus gentille que j'ai jamais connue et que j'avais passé la majeure partie de ma vie à essayer de ne pas la décevoir, même après son départ. Marguerite a pointé la photographie, son doigt tremblait. Lucien, a-t-elle dit, regardez cette femme. Puis regardez notre petite fille. Harold s'est tourné et a regardé la photo, il l'a regardée longtemps. Léa était dehors dans le jardin en train de parler à Félix au milieu des brocolis. Nous pouvions la voir par la fenêtre, la tache de rousseur sur le nez, les yeux gris. Les cheveux cuivrés que je réalisais maintenant provenir probablement d'une de mes tantes du côté maternel, car les cheveux de ma mère étaient rouges comme des feuilles d'automne jusqu'au jour de sa mort. Les épaules d'Harold se sont un peu affaissées, c'est son portrait. Craché, a murmuré Marguerite. Harold n'a rien dit. Marguerite s'est tournée vers moi, ses yeux étaient humides mais sa voix était ferme, Monsieur Bernard. Lucien, nous ne vous connaissons pas et je vais vous dire la vérité, quand Éléonore est morte et que nous avons appris votre existence. Mon mari était hors de lui parce que nous avions perdu notre fille et que nous découvrions qu'elle nous avait caché un secret pendant 7 ans, nous ne savions pas comment être en colère contre une personne décédée, alors nous avons déversé notre colère sur vous. Ce n'était pas juste. Je sais que ce n'était pas juste mais c'est là que nous en étions. Je lui ai dit que je comprenais, que j'avais été en colère contre Éléonore aussi à ma manière durant les heures sombres de ses premières nuits, puis j'avais arrêté d'être en colère parce que la colère contre les morts est un feu qui n'a plus rien à brûler. Marguerite a hoché la tête. Nous ne vous la prendrons pas, n'est-ce pas Harold? Harold regardait toujours la photo de ma mère. Il ne s'est pas retourné. Après un long moment il a dit d'une voix très bourrue, nous voudrons la voir régulièrement, pour les vacances, les congés scolaires. Nous ne sommes plus jeunes mais nous ne sommes pas encore partis non plus. Bien sûr, ai-je dit, et nous voulons contribuer, les frais de scolarité, les vêtements, tout ce dont elle a besoin, nous avons les moyens. Éléonore n'a jamais voulu prendre un centime de notre part de son vivant, nous aimerions le donner à sa fille. C'est entre vous et Léa quand elle sera plus grande, ai-je répondu, mais oui bien sûr. Harold s'est retourné alors, ses yeux étaient rouges, il ne s'est pas excusé pour ce qu'il avait dit aux funérailles, je ne m'y attendais pas, certains hommes ne peuvent pas sortir les mots mais on peut voir sur leur visage que les mots sont là et c'est presque aussi bien. Il a tendu sa main. Je l'ai prise, sa poigne était ferme et nous avons scellé notre accord ainsi, tous les deux dans ma petite cuisine avec ma mère qui nous regardait depuis le mur et ma petite fille qui discutait avec un chat dans le potager. C'était il y a presque 2 ans maintenant. Léa a eu 9 ans le mois dernier. Nous avons fait une petite fête dans le jardin, les Lefebvre sont venus de Paris et Marguerite a fait un gâteau au chocolat d'après une recette qu'Éléonore utilisait autrefois. Léa a soufflé ses bougies et a fait un vœu qu'elle ne nous a pas dit parce qu'elle dit que les vœux ne se réalisent pas si on les raconte. Harold était assis dans un transat et la regardait avec une expression que j'ai appris à reconnaître comme celle d'un homme qui a découvert très tard dans sa vie qu'il avait plus d'amour en lui qu'il ne le pensait. Léa va à l'école primaire de Saulieu maintenant, elle est en CM1, sa maîtresse me dit qu'elle est brillante, qu'elle est particulièrement douée en lecture et pas mauvaise en calcul, elle a des amis, elle a un rôle dans le spectacle de l'école. Elle a une croûte sur le genou pour être tombée de vélo le week-end dernier, elle a un grand-père qui l'accompagne à l'école le matin avant d'ouvrir le magasin de bricolage et un papy et une mamie à Paris qu'elle appelle tous les dimanches soirs. Elle a un chat qui dort toujours contre ses genoux, elle a un lapin en peluche avec une oreille en l'air et une oreille en bas qui vit sur son oreiller pendant la journée et voyage avec elle la nuit. Elle parle beaucoup de sa maman maintenant, elle ne le faisait pas au début mais maintenant oui. Elle me raconte ce que sa maman préparait pour le petit déjeuner, elle me raconte ce que sa maman chantait dans la voiture, elle me raconte la fois où sa maman s'était déguisée en coccinelle pour la fête de l'école et l'avait embarrassée devant toute la classe. Elle rit quand elle me raconte celle-là et je ris aussi. Nous apprenons à connaître Éléonore ensemble, la femme avec qui j'ai passé 3
Semaine est la femme qui a élevé notre fille pendant 7 ans toute seule, nous. Apprenons à la connaître par morceaux, c'est une chose étrange. Belle et douloureuse à la fois. Je n'aurais jamais pensé être un père, j'ai 65 ans maintenant, je serai un vieil homme quand Léa ira à l'université, je ne serai probablement pas là pour son mariage, j'ai fait la paix avec ces choses. J'ai rédigé mon testament. J'ai parlé avec les Lefebvre de ce qui devrait se passer le cas échéant et j'en ai parlé avec Léa aussi, de la manière prudente dont on parle à un enfant qui a déjà trop perdu. Elle sait que la vie est incertaine mais elle sait aussi qu'elle est aimée par plus de gens aujourd'hui. Qu'il y a 1 an et demi et que l'amour ne s'arrête pas quand une personne s'en va, sa maman lui a appris cela je pense avant de partir. Je veux vous laisser avec quelques réflexions ce soir avant de terminer. La première est qu'il n'est jamais trop tard, j'ai passé 40 ans convaincu que la chance d'avoir une famille m'était passée sous le nez, j'avais mes raisons, j'avais mes excuses. J'avais une vie confortable avec un chat, un potager et les mots croisés du samedi matin, je pensais que c'était le tracé du reste de mes jours, puis un téléphone a sonné un mardi matin de mars et la forme de mes journées a changé. Pour toujours. Si vous écoutez cette histoire et que vous pensez que votre temps pour l'amour, la famille ou le changement est passé, je vous demanderai doucement de reconsidérer la question, la vie n'en a pas fini avec nous tant qu'elle n'en a pas fini avec nous, restez ouverts. L'inattendu est souvent la chose la plus précieuse qui puisse vous arriver. La deuxième est que la fierté est la voleuse des années, Éléonore Lefebvre, qu'elle repose en paix, m'a caché un secret pendant 7 ans et à ses parents pendant ces mêmes 7 années parce qu'elle était fière et parce qu'elle avait peur et parce que quelque part dans son esprit ces deux sentiments s'étaient emmêlés dans un nœud qu'elle ne pouvait défaire. Si elle m'avait écrit une lettre en 2018 j'aurais pris le premier train pour Paris, je l'aurais fait, j'aime à penser que je l'aurais fait mais nous ne le saurons jamais. Alors s'il y a quelque chose que vous retenez pour vous vis-à-vis de quelqu'un qui vous aime ou qui vous a aimé un jour, écrivez cette lettre, passez cet appel, frappez à cette porte, ne laissez pas la fierté vous voler des années que vous ne pourrez jamais récupérer. La troisième concerne les enfants, un enfant vous dira qui il est si vous le laissez faire. Léa a traversé une salle de réunion et m'a demandé si j'étais son grand-père puis elle a entouré mes jambes de ses bras et m'a fait confiance avant même que j'aie fait la moindre chose pour le mériter. Les enfants sont plus sages que ceux que nous voulons bien croire, ils savent qui sont leurs proches, ils le sentent dans leurs os, le travail des adultes dans leur vie n'est pas de leur apprendre cela. Le travail des adultes est d'en être digne. Et la quatrième est la suivante, la famille n'est pas toujours ce que nous avions prévu, parfois la famille est là. Chose qui nous trouve, parfois elle franchit la porte d'un bureau d'école à hautain en portant un pull trop grand et en tenant un lapin à une oreille. Elle lève les yeux vers nous et dit « Est-ce que tu es mon grand-père ?» et toute notre vie se réorganise autour de ce moment précis, et nous sommes reconnaissants, et nous sommes touchés, et nous sommes changés. Je suis reconnaissant ce soir, je suis reconnaissant envers Éléonore qui m'a donné une fille que je n'ai jamais rencontrée et une petite fille dont je ne savais pas que j'avais besoin. Je suis reconnaissant envers Marguerite Lefebvre qui a vu le visage de ma mère sur un mur et a choisi la grâce plutôt que la rancœur. Je suis reconnaissant envers Harold qui n'a pas pu dire pardon mais qui est venu à un goûter d'anniversaire dans un transat et a regardé une enfant souffler des bougies avec les larmes aux yeux. Je suis reconnaissant envers un jeune gendarme d'Autun qui a dit à une petite fille effrayée que son grand-père était un homme bon avant même d'avoir un moyen de savoir si c'était vrai. Et surtout je suis reconnaissant envers Léa qui dort au bout du couloir pendant que j'enregistre. Ceci avec un chat contre ses genoux, un lapin sur l'oreiller et un couvre-lit qui appartenait à une arrière-grand-mère qu'elle ne rencontrera jamais remonter sous son menton.